vous eutres été bien fessé. Comment se peut-il faire, disais-je, que les marques candides et le sage Bordeaux se trouvent à Lisbonne? Laurent Rogero, bonsoir. D'abord, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Parce qu'il est 6 heures, tu es très occupé, il a fallu faire des réglages de son, de lumière, et c'est vrai que c'est toujours un moment délicat avant la représentation de ce soir qui a lieu à Bergerac. C'est la 4e représentation. Donc tu es metteur en scène de la compagnie Anamorphose. Ouais. Et puis en 2013, tu t'étais déjà attaqué à Cervantes avec Don Quichotte, une adaptation de Don Quichotte. On voyait déjà comment on pouvait transformer, modifier la réalité, et puis comment l'illusion pouvait aussi permettre de combattre la bêtise et aussi la fatalité. Donc est-ce qu'il y a un lien direct avec Voltaire? Il y a plusieurs liens. Déjà, c'est du texte non théâtral, donc je suis un peu dans cette veine-là en ce moment, d'essayer d'employer le théâtre pour faciliter l'accès à des grands textes classiques auxquels on n'a pas forcément accès, vu que la langue, pas facilement accès peut-être, parce que la langue est un peu difficile d'accès, je pense notamment aux jeunes gens, ou que le contexte scolaire peut paraître rebutant à certains égards, alors que le théâtre peut faciliter par le jeu d'acteurs, par le recours à des effets, comme les objets dans Don Quichotte, ou les images dans Candide, peut faciliter l'accès à un ton spécifique et qui est souvent assez riche et complexe. Chez Cervantes, ça part dans tous les sens au niveau des genres employés. Et chez Voltaire, c'est l'ironie qui caractérise le ton. Et cette ironie n'est pas facile à faire passer c'est loin d'être évident. Voilà, à percevoir à une première lecture, ou même pour un professeur, faire saisir à des jeunes gens ce que c'est que l'ironie. C'est peut-être plus facile de le capter sur un plateau. Donc je suis un peu dans cette dynamique-là. Ce qui est proche aussi de l'approche de Don Quichotte, c'est que pour moi, c'est pas vraiment de l'adaptation, dans le sens où je m'astreins à vraiment faire avec le texte. Alors pas le texte entier, c'est pour la ça seule qu'on parlait liberté. d'adaptation. À ce niveau-là, il y a adaptation, c'est qu'il y a un choix, évidemment, dans le texte. Il y a eu des extraits, on a choisi dans le Don Quichotte, et dans Candide, de la même manière, j'ai pris 11 des 30 chapitres de Candide. Mais pour moi, il n'y a pas tout à fait adaptation, dans le sens où je suis très scrupuleux de ce texte, d'être à l'écoute de lui. J'essaie même de ne pas lui imposer une lecture particulière. Et en tout cas, je ne touche pas, une fois que j'ai choisi les extraits, je n'y touche pas, c'est la langue telle qu'elle. Ce qui ne m'empêche pas de broder autour, d'écrire des choses et d'aménager, évidemment, un espace scénique particulier, puisque comme le texte n'est pas théâtral, il faut lui trouver une approche théâtrale, et donc j'invente un dispositif particulier. Qu'on évoquera tout à l'heure. Donc tu as parlé d'ironie, ce conte philosophique de Voltaire est une critique de la société voltairienne, et une critique de l'optimisme que Voltaire jugeait un peu béat. Cet optimisme béat, et puis également cette idée à travers le personnage de Candide, il va lui arriver des tas de mésaventures qui va de catastrophe en catastrophe suite à un baiser qu'il a échangé avec sa cousine Cunégonde. Est-ce qu'à travers, tu disais que tu avais fait des choix, parmi ce texte de Voltaire, qu'est-ce que tu as voulu choisir dans tout ce périple de Candide? Alors comme c'est effectivement vraiment un périple, et que Voltaire a tendance à faire des digressions avec des personnages secondaires notamment, j'ai essayé de clarifier la lecture, justement en m'attachant à la trajectoire précisément de Candide, perdant sa Cunégonde et la recherchant et la retrouvant. Donc finalement j'ai enlevé tout ce qui ne racontait pas ça, sauf un petit passage dans l'Eldorado que je ne pouvais pas rater parce que c'est un moment à part et vraiment croustillant. C'est toujours sur la route de Candide, mais ça se passe sans Cunégonde. Ça marque aussi le moment où il l'a perdue. Mais voilà, j'ai essayé de recentrer sur la trajectoire Candide-Cunégonde, l'histoire d'amour, quoi. Alors cette ironie dont tu parlais tout à l'heure, que tu évoquais, qui est parfois pas évidente à saisir, tu parlais de jeunes lecteurs, de lycéens, de collégiens ou de lycéens, cette critique à peine masquée du meilleur des mondes. Et comment tu arrives à la faire passer par ton dispositif ou ta mise en scène? Alors, j'ai assez vite découvert que Voltaire était contemporain de la Lanterne magique,
qui était un procédé, un divertissement très à la mode à l'époque, ce que je ne savais pas. Donc au passage, j'ai un peu découvert, enfin, j'ai découvert ce que c'était exactement que la lanterne magique, découvert que ça avait une grande importance au XVIIIe, cet ancêtre du cinéma en fait, tellement important que ça a développé tout le langage cinématographique avant que l'invention technique du cinéma n'arrive et qu'elle ne récupère tout ça dans un grand... comment dire, un grand effet spectaculaire pour tout le monde et historique. On en voit les effets encore aujourd'hui, tellement fort comme effet que ça a balayé justement toute cette préhistoire du cinéma qu'est la lanterne magique. Donc bref, j'ai découvert la lanterne magique et que notamment Voltaire la pratiquait lui aussi. Alors ça, oui, j'ai lu ça dans votre dossier de presse, que Voltaire pratiquait lui-même la lanterne magique. Enfin, comment tu l'as découvert? Est-ce qu'on sait exactement ce qu'il faisait? Alors on sait en tout cas qu'il en avait une et qu'il faisait des petits spectacles chez lui pour les copains, des petites réceptions privées. Et on imagine bien, vu le type de plaques de verre qu'on trouve à l'époque, représentant un peu tous les personnages importants de l'époque, notamment voilà, représentant des scènes historiques, représentant le clergé, la noblesse, etc. On peut l'imaginer très bien sur le ton du Candide, racontant des blagues. Et on a même un témoignage là, que j'ai retrouvé d'une marquise qui raconte comment elle a rigolé tel soir avec lui, qui racontait des blagues en prenant l'accent savoyard, et comment il s'est brûlé à la lampe en la manipulant. Donc voilà, on a ces témoignages-là. Et partant de là, je me suis dit, bah, tiens, le procédé en soi est intéressant, il est contemporain de Voltaire, Voltaire l'utilisait, mais surtout, ça me paraît vraiment adapté à ce Candide, puisque ce Candide n'est pas du tout théâtral, résiste au théâtre, dans le sens où les situations dramatiques ne sont pas tenues, les personnages ont une psychologie assez faible, il y a peu de tension, par contre ça court beaucoup à travers le monde, un côté tour du monde en 80 jours, quelque chose qui déjà appelle les images, le cinéma, l'animation, le Méliès presque, ou la bande dessinée, le dessin animé. Donc voilà, d'où l'envie de dire, l'envie d'essayer de l'éclairer, si j'ose dire, ce texte, par la lanterne magique. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que la lanterne magique, tu viens de le rappeler, c'est l'ancêtre du cinéma. Tu viens de dire également que le texte de Voltaire n'est pas théâtral. Qu'est-ce que vient faire un metteur en scène de théâtre en utilisant un procédé plutôt cinématographique pour un texte qui n'est pas théâtral? C'est un rude défi quand même. C'est un rude défi, oui. Et alors, effectivement, je me suis posé un peu la question, est-ce que c'est pas aller trop loin, effectivement, au bord, à la marge du théâtre? Mais en même temps, je l'ai abordé en parlant de préhistoire du cinéma, mais ça reste du théâtre, dans la mesure où ça ne tient debout, ça ne tient, la lanterne magique, que par la force du bonimenteur, de celui qui raconte l'histoire et qui est un montreur. Donc avant tout, c'est un diseur, montreur, un conteur qui joint le geste à la parole par l'image projetée. Donc on reste quand même, on n'a pas basculé dans le cinéma qui est devenu un objet, qui certes est passé par des mains de gens vivants et des acteurs, mais qui à un moment donné a été figé. La lanterne magique, c'est quand même encore du domaine du raconteur d'histoire, ici et maintenant, et simplement qui épate un peu plus la galerie avec les images qu'il a préparées. Donc pour moi, on est quand même dans le domaine du spectacle vivant. Je n'aurais pas fait, par exemple, de la vidéo. Ça, c'était une sorte d'interdit, de limite pour moi. J'aurais pas pu raconter Candide avec de la vidéo, des images toutes faites. Donc non seulement ce spectacle, même s'il est en lanterne magique, il tient d'abord à la parole des comédiens qui parlent en direct, qui racontent au public, mais ensuite les images qu'ils créent, c'est eux-mêmes qui les manipulent. Donc le rythme de l'image s'adapte à leur récit. Et voilà, on a un récit qui n'entre pas dans de la vidéo toute faite. C'est de l'image vivante, de l'image manipulée en direct, à ce titre-là, plus proche du théâtre d'ombre, finalement, réellement, que du cinéma. Alors, il y a un autre lien que j'ai peut-être un peu rapidement fait entre Don Quichotte et Candide. C'est le procédé que tu as utilisé. Je me souviens au début de Don Quichotte, c'est un prof qui arrive, il débarque, il y a une table, un prof un peu trop prof, un peu chiant, qui commence à lire, et puis très rapidement il se fait interpeller. Et là pareil, on a, donc si j'ai bien lu, parce qu'on n'a pas vu la pièce, 4 chercheurs qui travaillent au CNRS et qui font une conférence en fait, c'est ça Donc ce procédé de transmission que tu moques un peu, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tes mises en scène. Oui, effectivement. Ça fait partie aussi de l'entrée, en tout cas la recherche d'un chemin
progressif, théâtral, vers quelque chose qui n'est pas théâtral. D'emblée entrer dans la parole de Cervantes ou entrer d'emblée dans la parole de Voltaire, ça me semblait difficile. Il me semblait nécessaire de trouver un contact, un pré-contact avec le public, de l'acclimater, de le préparer à ce qu'il va entendre. C'était, comme tu le disais, c'était fait d'une certaine manière sur Don Quichotte et c'est fait d'une autre manière, assez voisine finalement sur Candide. Mais il se trouve qu'il y avait d'une part voilà, la volonté d'introduire pour préparer à ce qui va se dire, mais aussi je sentais le besoin d'expliciter un petit peu cet objet, de le rendre plus humain en le resituant dans l'histoire, en rendant le public complice de ça. Et pour pas tout de suite lui faire voir des machines avec des comédiens planqués derrière. Et il me semblait important d'abord voilà, j'aime partir d'une manière générale dans mon théâtre, je crois que j'aime autant que faire se peut partir de la présence de gens face à d'autres gens, et une fois que ce contact est établi, voilà, à part certains codes, on entre dans une théâtralité. Alors, ça n'a pas été trop difficile pour tes comédiens, artistes, artisans, parce qu'ils sont à la technique, ils sont à la fois à la technique, hein, on a vu un peu pendant les répétitions, ils sont à la technique, ils ont les textes, on a entendu des chants. Comment enfin voilà, il y a quand même une difficulté pour ces comédiens de à la fois dire ce texte et puis préparer la lanterne magique moderne, c'est quoi? C'est un rétroprojecteur. Ouais. Donc c'est plus très moderne, mais c'est un rétroprojecteur. Ça devient has-been. Donc on est à la fois, il y a le côté un peu artisanal et puis le côté comédien. Ouais. Voilà. C'est vrai que ça a été la difficulté du travail pour eux. Et ça, je les en ai prévenus tout de suite. Je savais que ce serait difficile. Mais comme j'avais prévenu les comédiens de Don Quichotte que ce serait difficile d'avoir à manipuler constamment des objets, parallèlement au récit de leur histoire. Là encore, il y a une analogie dans l'approche. Alors, j'ai du coup travaillé très tôt, pour leur faciliter la tâche en quelque sorte, travaillé très tôt sur les images, préparé très tôt les images, les outils, pour les entraîner, les habituer à cette manipulation, qu'elles passent dans le registre du mécanique, du machinal, de façon à travailler sur l'essentiel qui est la libération de la parole, la liberté de ton, de rythme. Mais de fait, c'est un gros travail de dissociation, comme pour un manipulateur ou un danseur en quelque sorte. Ouais. Il s'agit de travailler avec une partie du corps, je dirais la partie haute, vers le public et la partie basse, entre guillemets, les mains, dans un rythme complètement dissocié. Et donc il y a eu un travail pas tout à fait simple, effectivement, de dissociation. Alors en dehors de l'image et de ce travail de manipulateur, il y a aussi un musicien, claveciniste, qui joue des morceaux de Rameau, c'est ça? C'est ça. Alors ce choix de Rameau, pareil, ça a été spontané. Enfin, comment c'est venu? Alors, comme on est parti sur cette fiction, partant d'un contexte historique que j'ai cité, j'ai poussé le bouchon et je suis allé vers la fiction et l'histoire du premier dessin animé de l'histoire qui aurait été rêvé, préparé par Voltaire et Rameau. En fait, c'est un peu comme ça que ça se présente, que c'est présenté par les chercheurs. Donc, pourquoi Rameau? Donc, partant de ce délire-là du premier dessin animé de l'histoire, imaginé par ce visionnaire qu'était Voltaire, s'imposait l'idée qu'il fallait une musique à ce film. Donc une musique 18e, contemporaine, on a écouté un peu ce qu'il y avait. Découvert ou redécouvert Rameau, on s'est rendu compte que c'était une matière très riche, la musique de Jean-Philippe Rameau, que Voltaire avait collaboré avec Jean-Philippe Rameau sur 2 projets relativement mineurs, mais qu'il avait réellement, donc là je reviens à la réalité historique, il avait eu réellement le projet d'un grand spectacle avec lui. D'accord. Il lui avait un peu couru après, et il y a un projet qui a avorté, ça s'est pas fait. Donc, de là, j'ai un peu poussé le bouchon encore en disant que le voilà. Tu l'as réalisé. Voilà, je l'ai réalisé, le voilà le grand projet qu'ils ont eu et qui n'a pas abouti.
D'accord. Pour terminer, peut-être concernant ce texte de Candide, tu l'avais lu un peu, toi, quand tu étais au collège, au lycée tu te souvenais de quelques éléments? Je l'ai sans doute lu, j'en ai quasiment aucun souvenir. Je dois l'avouer, ça a été une vraie redécouverte. Donc tu l'as. Tiens, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, ça me fait penser à la phrase qu'on voit le directeur de recherche, il dit quand on cherche, on trouve, quand on recherche, on retrouve. Donc là, tu as retrouvé Candide. Et alors, qu'est-ce que tu en tires? Avec cette redécouverte de Candide, quel est le fil conducteur ou sous quel angle tu l'as abordé? C'est une bonne question. C'est celle qui était, en tout cas, cette redécouverte, elle est effectivement à la base même du projet, avant même toute cette histoire d'appareillage ou de traitement. Donc, ce qui m'a frappé dans la relecture, qui est en fait une lecture, une découverte de Candide et de ce que ça raconte, moi, ce qui m'a frappé, c'était, je l'ai envisagé comme une première vision, une des premières visions du monde globalisé. Comme si au XVIIIe, et je pense, alors je ne suis pas un spécialiste, mais ma vision, mon intuition, c'était qu'au XVIIIe, avec la mode des carnets de voyage, avec le commerce triangulaire bien installé, avec la fascination pour les autres peuplades, les autres cultures, qu'est-ce qu'ils vivent, ce qu'on en raconte, souvent pas mal fantasmé, mais enfin quand même pas mal de contacts avec le monde entier. Et surtout, donc ça c'était très contemporain, donc je crois du 18e, notamment là je parlais de carnets de voyage avec beaucoup de gravures, de représentations du monde, dans ce souci d'envisager le monde dans son entier, et Voltaire particulièrement, je crois, porteur de l'esprit des Lumières et désireux qu'il se répande dans tout le monde. Porte un regard sur le monde entier. Et je pense que c'est pas innocent si son Candide traverse l'Europe, va jusqu'en Amérique, se retrouve en Turquie, et qu'il nous donne des nouvelles du monde, de son monde globalisé. Envisageant cette vision globale-là, je me suis dit, tiens, voilà un panorama du monde entier qui me rappelle furieusement le mien, le monde entier, le monde globalisé du XXIe siècle. Évidemment, beaucoup de choses ont changé techniquement, mais en tout cas, le constat qu'il fait, anti-optimiste, ou raillant l'optimisme de Leibniz, notamment, donc, le philosophe dont il se moque à travers Candide, envisageant le monde comme il l'envisage, en le donnant à voir, je me disais, ce serait peut-être intéressant de donner à entendre, à penser, à rêver au public, tiens, est-ce que sa vision du monde d'aujourd'hui est si lointaine de la vision que Voltaire pouvait avoir du monde entier au XVIIIe. On est en droit de se demander si les choses ont tellement changé depuis toutes les catastrophes qui égrènent, et si en regardant le JT de 20h, on n'a pas une sorte de parcours à la Candide finalement aujourd'hui. D'accord, très bien. Écoute, merci beaucoup de nous avoir reçus. Et puis, comme dit Voltaire à la fin, on va essayer de cultiver aussi notre jardin ce soir, en espérant voir un écho. C'est toujours délicat de penser à un écho d'un texte du XVIIIe siècle pour le monde qui nous entoure, mais en tout cas, on va essayer. Merci à toi. Et puis, oui, on mettra sur le site l'adresse du site pour savoir les différentes, parce que c'est la 4e, et après, vous partez un peu partout. Ouais. Donc, on mettra ça en fin de reportage pour que tout le monde puisse aller vous voir. Un peu partout en France, j'imagine. Surtout Grand Sud-Ouest. Grand Sud-Ouest. En gros, jusqu'à Perpignan, à l'est, et puis Poitou-Charentes, une fois ou deux en région parisienne. D'accord. Voilà. Ok, merci à toi. Merci.